Bonjour, donc cette vidéo pour aborder un thème que j'ai pas l'habitude d'aborder sur cette chaîne mais qui me paraît quand même assez fondamental, c'est la guerre, l'armée, la Chine. Vous comprenez bien quelle est la nature du problème géopolitique en ce moment qu'il peut y avoir entre la Chine et les États-Unis. On va dire principalement euh, parce que à mon sens il peut y avoir d'autres théâtres d'opération. Mais bon, pour l'instant je voudrais parler du sujet qui a été soulevé par un article dans Le Figaro qui s'appelle Pourquoi l'armée chinoise n'est pas à la hauteur des ambitions de Xi Jinping. Alors, pourquoi l'armée n'est pas à la hauteur des ambitions de Xi Jinping? On apprend en début d'article, j'ai pas accès au reste, hein, donc que en fait les débuts de la modernisation de l'armée chinoise ont commencé réellement à partir de 2012, donc ça fait déjà à peu près 13 ans, hein. Ça fait plus d'une dizaine d'années, et effectivement, si vous vous intéressez au sujet et puis que vous regardez un peu sur YouTube, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a un certain nombre de chaînes qui régulièrement se font l'écho des progrès de l'armée chinoise en termes d'équipement. Donc ça va être des plateformes de débarquement, ça va être des avions furtifs, ça va être aussi des bateaux, une flotte très impressionnante. Ça va être ce genre de choses-là. Et c'est ce qu'on voyait en fait très régulièrement, hein, très régulièrement. On le voit encore maintenant d'ailleurs. Mais entre-temps, il y a eu 2022 et la Russie qui a envahi l'Ukraine. Et donc, il y a la guerre ukrainienne, quelque part, qui s'est invitée, on va dire, dans la géopolitique internationale, en ce sens que les équipements qui ont été utilisés lors de la guerre en Ukraine, quelque part, font référence. Et on voit à travers le monde, hein, je regardais il y a pas très longtemps une vidéo sur YouTube de l'armée française, dans lequel on voyait effectivement l'arrivée un peu des nouvelles technologies, des drones, etc. Donc c'est vraiment un sujet très actuel en 2025, très important, et toutes les armées du monde, en tout cas, essayent de se tenir au courant. On l'a bien vu lors du conflit donc entre la Russie et l'Ukraine. Vous avez des nations comme par exemple la Turquie ou encore l'Iran, hein, qui ne sont pas des nations de tout premier plan en termes de développement économique, mais qui ont quand même montré en fait qu'ils avaient un niveau impressionnant de fabrication de drones. Alors différents types de drones en fonction des pays, mais on comprend bien qu'il y a quelque part un aspect technologique qui est important. Il y a un aspect technologique qui est important. Même au-delà de l'aspect technologique, il y a même un aspect industrialisation qui est un aspect important, hein. Les drones ne sont pas nécessairement des équipements extrêmement perfectionnés pour l'instant. Ils ont un rôle qui est devenu majoritaire sur le champ de bataille, hein. J'ai vu, bon, c'est pas moi qui parle, en fait, c'est d'autres. J'ai vu des vidéos vraiment sur le sujet, hein. En Ukraine, le drone est vraiment devenu une arme à part entière sur le champ de bataille. Et donc, c'est un sujet très important. Donc, quelque part, on va retrouver, lors de la parade qui a eu lieu il y a très peu de temps à Pékin, hein, donc j'ai retrouvé quelques images, hein. Donc on voit, hein, la parade militaire où Poutine et Kim Jong-un avaient été invités. Et on peut voir, hein, ici à l'arrière des camions, par exemple, vous avez ici des drones. On les voit, ils sont assez grands. On les voit ici. Et vous avez pas mal d'équipements en fait dans ce genre-là. Vous avez ici des drones navals avec bon, des espèces de sous-marins non, disons, automatiques, enfin sous forme de drones, hein, ça veut dire pas pilotés par des êtres humains.
Vous avez aussi des bateaux qui sont pas pilotés par l'être humain, ce sont des drones, ils sont en gros, en clair, ils sont télécommandés. Alors, j'ai pas retrouvé la photo, mais vous avez aussi des véhicules, hein, vous avez des véhicules, des tout petits chars de combat. D'ailleurs, c'est plus d'ailleurs des véhicules blindés équipés de mitrailleuses, de canons très très légers. Et qui sont des drones en fait, hein, donc ça veut dire pas pilotés par l'être humain directement, mais télécommandés. Ici sur cette image, hein, vous pouvez voir donc le président de la République populaire chinoise, Xi Jinping, qui passe en revue les troupes. Et derrière, vous pouvez voir évidemment d'autres types de drones, vous voyez, très grands. Ici, on voit le nez d'un avion qui commence à ressembler, ça peut ressembler à un F-35 ou ce genre de choses-là, enfin en tout cas pour l'avant. Mais vous avez vraiment ce genre de choses-là. Ça, c'est un drone qui ressemble beaucoup à un Raptor. Vous voyez, la taille des drones est quand même très très importante, hein, puisque c'est sur des camions et des choses comme ça. Alors, moi, il y a quand même quelque chose qui m'embête dans cette manière de poser les choses. Pourquoi l'armée chinoise n'est pas à la hauteur des ambitions de Xi Jinping? Déjà, bon, quelles ambitions il a? Je pense que, ok, il y a eu beaucoup de déclarations qui ont été faites, mais maintenant, quel est son véritable objectif? Parce que on dit un peu trop facilement que l'objectif c'est éventuellement Taïwan, mais il n'y a pas que Taïwan qui peuvent être un objectif. Donc voilà, il y a ça. D'autre part, on parle de quoi? On parle de techniques, de fabrication, de volume de production, etc. La Chine peut avoir un volume de production important. Ils maîtrisent maintenant les techniques d'industrialisation. Donc, a priori, en plus, quelque part, c'est quand même eux qui fabriquent les drones à la base. Ils sont capables d'en créer tous les composants. On avait vu d'ailleurs lors d'un des Nouvel An chinois, hein, des feux d'artifice avaient été remplacés par des balais entiers de drones. Donc, si vous voulez, il y a quand même une maîtrise assez importante en fait, à la fois de la partie commande et contrôle des drones et aussi de la partie industrialisation. Chose que, par exemple, on n'a pas en Europe. Hein. Clairement, il n'y a pas d'usines qui peuvent produire massivement des drones qui peuvent être utilisés soit pour des besoins civils, hein, parce que bon, la guerre ça dure pas tout le temps. Et c'est sûr qu'à terme, la plupart des utilisations, ce seront des utilisations civiles. Mais encore moins en cas de conflit. Enfin, je veux dire, à l'heure actuelle, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'usines de production, à part en Ukraine, hein, évidemment. Mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'usines de production de drones en Europe. Donc ça, c'est un premier point. Hein. Et je pense que je ne suis pas persuadé, alors bon, je peux me tromper, hein, sur le coup, je ne suis pas dans le secret défense, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, mais je ne suis pas persuadé qu'en Occident, en particulier en France, on ait bien saisi toute la portée de ce constat, c'est-à-dire d'avoir à la fois la partie commande-contrôle et la partie industrialisation de la fabrication des drones pour le champ de bataille. Mais c'est pas le seul point en fait. Il y en a un troisième et qui, à mon avis, est fondamental, très important. C'est l'aspect humain. Je veux dire, quelque part, c'est dit d'ailleurs à un endroit dans le début d'article qui est lisible, c'est-à-dire que l'armée chinoise n'est jamais intervenue en opération, un peu comme, enfin jamais. Depuis très longtemps. Hein, le dernier conflit date à la fin des années 70 avec le Vietnam. Je crois, peut-être elle a fait une ou deux missions avec l'ONU, mais bon, c'était des missions pacifiques. Dans cette région, en fait, les seuls qui ont vraiment eu affaire à des conflits, finalement, c'est la Corée du Nord, avec l'aide apportée à la Russie quand il y a eu la bataille autour de Kursk, en fait. Donc,
on est sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, c'est intéressant, enfin, donc moi je connais la Chine, je connais les Chinois, et ce qui est intéressant, c'est de voir en fait ce qui s'est passé lors de la bataille de Kursk avec l'armée nord-coréenne, parce que ça peut donner quelque part aussi une idée de ce que peut donner une armée qui est pas bien préparée à ce type de conflit. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est important et qui est différent. C'est-à-dire que effectivement, ils sont probablement pas habitués à avoir des conflits de cette façon-là. Euh, En plus, c'est quand même des régions dans lesquelles, on va dire, la vie quotidienne est peut-être même moins conflictuelle que ce qu'on peut trouver en France, par exemple. Et donc, mais ça en fait pas pour autant, à vrai dire, des pays qui sont pas capables ou qui peuvent avoir un problème du côté humain. Je veux dire par là, je pense qu'il peut y avoir un temps d'adaptation qui peut être assez rapide. Ça veut dire, euh, au départ peut-être, ils peuvent avoir, au départ d'un conflit, ils peuvent peut-être avoir vraiment un problème, mais au bout de quelques temps, quelques semaines, quelques mois, je pense assez rapidement, à vrai dire, ils peuvent s'adapter. Et je pense que dans ce cadre-là, il y a quelque chose qui est vraiment très très important, c'est que si on considère que les drones constituent maintenant non seulement une arme à part entière, mais peut-être même l'arme principale du champ de bataille, comme ça se passe en ce moment en Ukraine, eh bien à ce moment-là, moi je trouve que les Chinois en fait ont un avantage très important sur le contrôle en fait des drones au niveau humain. Je veux dire, ça veut dire former des pilotes, avoir des pilotes, avoir des pilotes de drones détachés, et puis éventuellement aussi, donc ça, voilà, avoir des drones qui peuvent être pilotés par l'intelligence artificielle, c'est aussi des choses qui sont possibles. Il y a toute une recherche, hein, il y a toute une recherche qui n'est pas spécialement faite pour l'aspect militaire, mais bon, c'est évident que ça aide, sur la robotisation. Et on voit d'ailleurs, on a vu dans la parade, donc là, j'ai pas montré en fait de drone, mais normalement, je crois que c'est sur ces camions-là, en fait, il me semble que ça correspond. En fait, il y avait deux chiens automatiques, ça veut dire deux drones chiens à quatre pattes, hein, qui peuvent effectuer différentes missions, et donc qui étaient présentés là. Et si vous voulez, le point principal de cette vidéo où j'aimerais en venir, c'est que moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment beaucoup surpris dans cette parade, dans ce défilé, c'est il y a vraiment une place qui a été très importante, qui a été donnée aux drones, on va dire, de grande taille. Donc on voit ici, hein, ça fait toute la largeur d'un camion. On voit donc voilà, ces drones navals qui sont aussi très importants. On voit les avions qui sont aussi très très grands. Mais sur le champ de bataille, comme en Ukraine, en fait, les drones ne sont pas nécessairement très grands. Ça va être des drones qui vont être mis en œuvre par une ou deux personnes, etc. Et je pense que ça a fait la majorité. Et donc, si vous voulez, à un moment donné, quand même, ça doit probablement servir d'arme assez généralisée. C'est-à-dire que, voilà, sur les photos, hein, de toute façon, c'est pareil dans tous les défilés militaires. Vous avez, chaque militaire a son arme qu'il transporte avec lui. Mais dans les conflits dans les conflits futurs à base de drones, il n'est pas impossible non plus que bon, le drone soit systématiquement présent, soit au niveau du soldat, soit au niveau d'un groupe de 3, 4, 5 personnes, éventuellement même pouvant mettre en œuvre plusieurs drones avec un système de contrôle-commande, etc. Donc, et c'est très bizarre parce que moi, ça m'aurait semblé assez évident, si vous voulez, que vous ayez au moins une brigade avec ce type d'équipement.
parce que la Chine en produit beaucoup en fait. Je veux dire, les marques chinoises sont très connues, hein. Vous en avez dans tous les magasins en Occident, par exemple les DJI ou ce genre de choses-là, qui ont été utilisées au départ de la guerre en Ukraine par les Ukrainiens. Et assez curieusement, moi, c'est quelque chose c'est vraiment quelque chose comment dire, qui m'interroge. C'est pourquoi est-ce que ces petits drones qui représentent des masses d'outils militaires, en fait, n'étaient pas présents. J'imagine pas une seule seconde l'armée chinoise qui est en contact évidemment assez rapproché avec la Russie et probablement avec la Corée du Nord aussi, donc deux participants au conflit ukrainien. Je les imagine pas une seule seconde négliger cet aspect-là. Pour moi, ça me paraît pas possible. Et il y a aussi, enfin je sais pas, même vous pouvez rechercher sur YouTube, hein, il y a des démonstrations de drones, des espèces de balais dans le ciel et tout, avec, avec des drones qui sont faits en Chine, etc. Si vous voulez, ça me paraît pas possible en fait que ces équipements-là ne soient pas présents de façon massive dans l'armée chinoise. Voilà. Et donc, alors est-ce qu'ils sont présents dans les camions, hein, parce qu'on a vu que l'Ukraine a réussi quand même des opérations avec des drones qui étaient cachés dans des camions, puis ensuite dispersés sur le territoire russe, donc ça c'est une possibilité. Et normalement, Pékin d'ailleurs alors je sais pas si c'est plus ou moins présenté ou comment dire, informé le monde que ils avaient, ou je sais pas si c'est les services américains en fait qui ont détecté que les Chinois avaient mis au point un avion, alors peut-être autonome éventuellement, mais en tout cas embarquant énormément de drones pour pouvoir les larguer sur le champ de bataille, pour qu'ils aient un déplacement autonome et accomplir tout un tas de missions. Donc, et je pense personnellement que c'est ça l'avenir, enfin, c'est-à-dire que les grands drones peuvent avoir leur utilité, bien entendu, hein, ce genre de choses-là. D'ailleurs, il y a des drones qui ressemblent à ça, qui sont des drones français aussi, hein, qui sont faits par certaines entreprises françaises dans le domaine militaire. Donc voilà, ça existe pas mal. Mais moi, ma surprise, c'est de ne pas voir justement des brigades ou voilà, des ensembles de soldats avec des drones de taille extrêmement petite, pouvant être emportés par un soldat, voire un soldat et avec un collègue qui a un poste de commande-contrôle. Donc ça, c'est quelque chose d'assez, à mon avis, notable. Et je pense qu'il faudrait quand même se poser la question à ce sujet. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Quand on regarde aussi leurs équipements, donc on peut voir ça. Ça, c'est au niveau de l'armée de l'air. Mais il n'y a pas l'équivalent de ce que les Iraniens ont vendu aux Russes. Et ça me paraît aussi bizarre. Comment ça se fait que la Chine, qui est évidemment très avancée dans l'industrialisation de tout ce qui est militaire, comment ça se fait qu'on ne voit pas des drones qui seraient l'équivalent de ce que les Iraniens ont vendu au fait aux Russes. Donc ça, c'est aussi une question que je me pose très sérieusement sur le sujet. Je pense que dans la parade, en fait, il y avait une part importante qui était faite à la technologie, aux missiles, aux chars, aux soldats, mais somme toute quelque chose d'assez classique. Et je trouve que, alors je peux me tromper, hein, j'ai pas la prétention d'être un expert militaire, mais je trouve que par rapport à ce qu'on connaît maintenant du conflit en Ukraine, où il y a quand même beaucoup de choses qui tournent autour des drones, je trouve que la proportion finalement des drones montrés lors de cette parade est très très faible par rapport à ce que devraient montrer des armées suite au conflit ukrainien. Et pour moi, alors je m'avance, hein, c'est mon hypothèse,
mon hypothèse est que ça existe et que effectivement vous avez probablement des masses d'armes, il y a beaucoup d'armes en fait qui sont dans ce sujet, hein, de drones, de grandes quantités de drones, mais que tout simplement ce n'est pas montré au public. Hein, c'est pas... Et que peut-être ce qui est montré là au public sont peut-être les drones de la génération précédente. Hein. Parce que cette forme-là, en fait, existe déjà depuis pas mal de temps, en France, je crois en Turquie aussi, me semble-t-il. Donc voilà, c'est pas des choses, disons, c'est pas nécessairement des choses qui seraient des choses complètement modernes, complètement différentes de tout ce qui existe par ailleurs. Mais pour moi, les grands absents, ce sont les drones personnels, en fait. Et les masses de drones personnels. Parce que en ce moment, on parle d'industrialisation des drones en Ukraine. On parle de chiffres qui tournent, enfin, les ordres de grandeur, c'est en millions de pièces. Donc c'est quand même quelque chose qui est très, très significatif. On n'est pas comme ici je sais pas, un peu moins d'une dizaine d'équipements, voilà, de ce style-là. Donc je pense qu'il y a vraiment un vrai sujet sur la question. Ça, c'est le premier point. Il y a un autre point aussi qui j'ai pas vu trop, bon, j'ai peut-être pas vu tout le défilé non plus, hein, sur la vidéo. Il y a un autre point qui, à mon avis, me paraît assez important, c'est toute la partie informatique, c'est-à-dire toute la partie attaque et défense au niveau informatique, au niveau des réseaux informatiques, et qui constitue à l'heure actuelle quand même peut-être même le principal terrain d'action de l'armée ou de groupes qui sont proches de l'armée chinoise. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est particulièrement important. Je dirais que sur une parade comme ça, on peut voir plein d'armes tout à fait impressionnantes, etc. Mais je pense que et ça, c'est la guerre en Ukraine qui a vraiment changé la donne, hein, bien entendu. Je pense que ce qui est vraiment up-to-date, on va dire, ce qui est vraiment à la pointe, n'est pas montré ici. Et puis, à la limite, ça peut se comprendre, parce que quand je sais que la vidéo est un peu longue, mais il faut quand même en parler. Et surtout, si vous êtes expatrié en Asie, hein, surtout dans cette zone-là, le point, quand même, c'est que il y a potentiellement un certain nombre de points chauds. Je veux dire, les intérêts de la Chine dans son univers proche se situent pratiquement de tous les côtés. Hein. Historiquement, la Chine, elle doit gérer sa frontière nord. Alors actuellement, bon, il y a des questions qui se posent. Hein. Alors sa frontière nord, c'est plus la Mongolie, mais c'est la frontière avec la Russie. Hein. Malgré tout, on peut quand même considérer que ça peut éventuellement devenir un point chaud. Vous avez évidemment ce qui se passe à l'Est, avec la Corée du Sud, le Japon, et puis on va dire aussi l'axe quelque part Philippines, Australie, en gros les alliés des États-Unis. Hein. Et donc vous avez un autre point là qui se trouve être Taïwan, qui n'est pas nécessairement d'ailleurs l'objectif principal. Je veux dire, il faut se mettre quand même à la place des Chinois. Alors là encore, je peux me tromper, hein, je ne suis pas un spécialiste en stratégie, je n'ai pas du tout ce genre de prétention-là, mais ce qu'il faut quand même bien voir, c'est que l'île de Taïwan ne va pas s'envoler. Donc, à moins qu'un jour, il y ait des puissances qui veuillent mettre sur l'île de Taïwan des armes atomiques, dire tant qu'on n'en est pas là, la Chine n'a pas nécessairement intérêt, ne serait-ce que économiquement, etc., ni même pour une question de prestige interne ou ce genre de choses-là, la Chine n'a pas vraiment intérêt à se précipiter dans une invasion militaire de Taïwan. Encore une fois, je peux me tromper, j'ai pas
j'ai pas la science infuse, j'ai pas. Mais moi, ça me paraît. Enfin, ils ont le temps pour eux sur ce sujet-là, et donc voilà, l'île de Taïwan va pas dériver au loin s'ils l'envahissent pas, quoi. Donc euh, voilà. Maintenant, ça veut pas dire que demain ils vont pas se jeter dessus, hein, ça, j'en sais rien. C'est pas mon- vous avez ensuite vous avez le sud, donc vous avez le sud qui, à mon avis, est une zone stratégique probablement beaucoup plus importante que Taïwan et peut-être même que le nord. C'est tout simplement l'approvisionnement en carburant, en pétrole de la Chine. Il faut bien savoir que le Japon a déclenché, enfin, oui, la guerre avec les États-Unis, je crois, parce que ils n'avaient plus accès au pétrole. Or, pour un pays comme le Japon à l'époque, puis même maintenant d'ailleurs, le pétrole était une ressource vitale, il l'est toujours. Pour la Chine, c'est un peu pareil. Alors, ils ont de la production interne, ils ont accès à la production chinoise, mais ils ont besoin d'avoir des tankers et des porte-containers, en fait, qui vont aller de la Chine en passant par le détroit de Singapour et puis ensuite aller vers l'Inde, vers l'Afrique, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de vital aussi pour la Chine, hein. Je crois qu'il y a, je voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas, là, vous avez, je crois que c'est 80 ou 90% de la production iranienne qui va vers la Chine en termes de pétrole et qui passe par les tankers, qui passe justement par cette région-là. Donc pour la Chine, ils ont quand même plutôt intérêt à sécuriser le détroit entre la Malaisie et l'Indonésie, en gros où il y a Singapour, puis après la zone, on va dire, de l'océan Indien, et puis ensuite, bon, bah, l'accès à la mer Rouge, l'accès à l'Arabie Saoudite, éventuellement à l'Afrique, et puis au passage des tankers par Suez. Donc voilà, ça peut vraiment être un sujet très important pour eux. Et s'ils veulent, s'ils pensent intervenir dans cette zone-là, eh bien, la marine peut servir pour ça, mais aussi par terre, par voie de terre. Et là, ils ont comme voisins directs, bah, il y a le Vietnam, il y a le Laos, il y a la Birmanie, qu'on appelle maintenant Myanmar. Donc ça peut éventuellement aussi faire partie des autres possibilités. Voilà. J'imagine que sécuriser les approvisionnements et tout ce qui est porte-containers, etc., c'est vital pour l'économie chinoise. Donc c'est quelque chose qui est vraiment important. Donc moi je les vois plus en fait avoir besoin de protéger la circulation de leurs navires dans cette zone-là que nécessairement une intervention sur Taïwan. Mais encore une fois, voilà, c'est juste un sentiment et ça se base sur rien de concret. Donc voilà. Mais il n'en demeure pas moins que quand on est expatrié, bah, on doit éventuellement tenir compte de ce genre de possibilités, on va dire, pour prévoir un peu son avenir, pour préparer un peu tout ça. Donc c'est quelque chose qui me paraît assez important. Sinon, j'ai pas parlé de l'Ouest. Donc à l'Ouest, en fait, vous avez deux points, on va dire. Vous avez d'une part l'Inde. Hein. Bon, l'Inde, parce qu'il y a toujours eu un peu un antagonisme entre l'Inde et la Chine. Cela dit, voilà, quand on voit la puissance des deux pays, bon, la séparation avec la chaîne de l'Himalaya entre les deux, bon, on voit mal comment il pourrait y avoir vraiment un conflit très sérieux, même s'il y a des conflits de temps à autre. Et puis, il y a la partie, quelque part, qui a déjà servi, en fait, pour des opérations militaires il y a très longtemps. Hein. Si je me souviens bien, c'était au 8e siècle, je crois. Quand les Chinois, sous la dynastie Tang, ont été repoussés par
à Talas, la bataille de Talas. En fait, ils ont perdu et donc voilà. Donc il y a un, il y a probablement un corridor qui se trouve pour passer vers le Kazakhstan, etc., qui existe et donc qui aussi peut faire l'objet d'opérations ou ce genre de choses. Donc en fait, la Chine, euh, quand on étudie la partie militaire, il faut peut-être bon, pas être non plus trop omnubilé par Taïwan. Il peut y avoir tout un tas d'autres théâtres d'opération. À l'heure actuelle, il y a clairement le cyberespace, hein, voilà. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais dire sur le sujet. Et il y a aussi une chose qu'il faut absolument pas faire avec n'importe quel adversaire, on va dire, n'importe quel pays, c'est surtout ne pas le sous-estimer. Je pense que ça, c'est vraiment une très grave erreur qui est récurrente hein, chez les Occidentaux qui analysent ce qui se passe dans des autres cultures. Alors, bon, la Chine, les pays asiatiques, les pays africains, etc. Donc les Occidentaux ont du mal à comprendre vraiment ce qui s'y passe, a du mal à comprendre la culture, la psychologie, etc. Et donc ils font beaucoup de bêtises et il y a beaucoup de sous-estimation des enjeux dans ces pays-là. Donc je trouve que c'est extrêmement dangereux et léger, à vrai dire, de donner l'impression qu'on sous-estime en fait ces pays-là. Je trouve que c'est vraiment extrêmement problématique. Et c'est nécessaire vraiment d'avoir une vision beaucoup plus objective et puis peut-être par des gens qui connaissent peut-être un peu mieux la culture, la psychologie, l'histoire locale. Pour ça, il faut des dizaines d'années d'apprentissage, de présence dans le pays. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Et pour éviter l'erreur que font beaucoup d'Occidentaux, on voit d'ailleurs beaucoup d'entreprises qui vont en Chine et occidentales, hein, et en particulier françaises, qui vont se planter là-bas sur place parce que ils comprennent pas les réalités du terrain, ils comprennent pas la réalité de la culture. En plus, en France, c'est terrible. Je veux dire, les élites savent mieux que tout le monde, donc sont complètement bouchés à n'importe quel conseil ou n'importe quelle critique. Et donc, bon, à moins qu'ils aient beaucoup d'argent à gaspiller, ça se passe probablement pas toujours très bien. Donc, voilà, je pense la conclusion qu'il faut avoir sur sur cet épisode, c'est que le conflit ukrainien a changé la donne, mais ça c'est pas une nouvelle, hein, du tout au tout. Visiblement, ça s'est pas vu dans la grande parade qui a eu lieu à Pékin. Moi, je pense qu'il y a d'autres choses qui existent qui n'ont pas été montrées. Je pense que ça, quelque part, montre aussi que l'objectif de Taïwan n'est peut-être pas l'objectif, disons, prioritaire au niveau de la Chine. Donc ça me paraît pour le coup quelque chose qui est particulièrement important. Et donc, il faut se garder absolument de sous-estimer une armée étrangère parce que quand on fait ça, c'est toujours extrêmement dangereux. Je pense que la France, dans son histoire, en a suffisamment payé le prix pour ne pas écouter un peu n'importe quoi. Voilà, bah écoutez, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.